Bon, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une question qui m'est très souvent posée lorsque les gens veulent s'inscrire à l'EFAT ou quand les élèves de premières années commencent à comprendre ce que c'est que l'astrologie. C'est est-ce que l'astrologie est une science ou est-ce que c'est plutôt de l'ordre de l'art ou de l'ordre peut-être du sacré? Cette question-là me semble, moi, complètement essentielle. Alors, je ne suis pas absolument sûr d'avoir 100% de la réponse. Je crois que le chemin, les interrogations et les arguments sont bien plus importants que la certitude de la réponse. Il y a plusieurs types d'astrologie, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs écoles. Je ne suis pas en train de prétendre que le courant dans lequel nous travaillons, nous, à l'EFAT, est le meilleur. Mais au moins, il faut être clair sur les différentes composantes. Qu'est-ce que ça veut dire une astrologie qui serait scientifique ou une astrologie qui serait plutôt de l'ordre de l'art? Et puis après, en fonction de la sensibilité de chacun, de se rapprocher de ce qui nous semble le mieux pour chacun, chacun pour soi-même, quoi. Et donc, tout semble rapprocher ou raccorder à une dimension grecque. On a vu ça aussi dans les deux premières vidéos, dont vous pouvez aussi retrouver le lien dans la description en bas. C'est que l'astrologie a d'abord émergé dans une dimension très vibratoire, où le logos voulait dire le verbe. Et donc l'astrologie a d'abord été comme une sorte de moyen de communiquer avec les étoiles de manière très mystérieuse. Les médiums, dans le fond, étaient ceux qui ont d'abord mis en forme cette astrologie-là. Quand je dis médium, je veux dire les poètes, parce que à l'époque, ça voulait dire à peu près la même chose. Un poète était quelqu'un qui était censé être inspiré par Apollon ou inspiré par les dieux. Et donc, voilà, l'essence poétique a d'abord été là. Mais on n'a pas beaucoup d'écrits. On a des descriptions, certes, des étoiles, des planètes, des constellations, mais on n'a pas de principe d'interprétation. On n'a pas de manuel de cours sur ce que c'est que l'astrologie et comment l'utiliser. Le moment où l'écriture est apparue, le moment où les premiers manuels d'astrologie ont vu le jour, est un moment qui forcément détermine le destin de l'astrologie, détermine la façon dont on fait de l'astrologie. Et ce moment, c'est le moment grec, le fameux miracle grec, l'émergence de la pensée rationnelle. C'est quoi l'émergence de la pensée rationnelle? C'est l'idée que plutôt que de laisser les poètes nous raconter ce que c'est que le réel, on va avoir besoin de rendre compte, d'avoir de bonnes raisons, de savoir pourquoi on dit les choses. C'est pour ça que la philosophie est née. Euh, ce serait passionnant de raconter pourquoi c'était si important que le rationnel, tout d'un coup, prenne le devant de la scène. En peut-être 3 mots, il y a un moment donné, vous connaissez certainement le terme sophiste, les rhéteurs, l'art de la rhétorique. Dans les cités grecques, il y avait la place publique, et ces gens-là, les sophistes, les rhéteurs, avaient une telle capacité de parler, de convaincre, qu'ils arrivaient à gagner leur procès, ou ils arrivaient à se faire élire à des postes pour lesquels ils n'étaient pas forcément très doués ou très compétents. Et donc, il y a une sorte de méfiance du verbe. Comment avoir du discernement? Comment être sûr de quelque chose plutôt que se laisser prendre par les beaux parleurs? Et donc, la rigueur, quand on prononce quelque chose, quand on parle, il faut un sujet, un verbe et un complément. Vous voyez, logos qui voulait dire verbe veut dire aussi logique. On a ça dans notre langue aujourd'hui. La langue française, la langue parlée avec notre langue, ça vient de logos. Mais la logique formelle et la science, ça vient aussi du mot logos. Vous voyez, il y a un glissement là entre le verbe et la science. Et du coup, quand on a utilisé l'astrologie et que les premiers manuels d'astrologie ont été composés, ben, on avait cette idée qu'il fallait rendre ça très formel, avec de bonnes raisons, avec une structure, avec une logique. Et forcément, dans cette vision grecque qu'on a décrit dans la deuxième vidéo, eh bien, il y avait une place pour chaque chose à sa place, un univers bien structuré, bien organisé, dans lequel l'homme avait une place
prédéterminé. Et j'aime bien le mot déterminé, prédéterminé. On est dans du déterminisme. Il y a des causes et il y a des effets. Vous voyez, cette idée de, il y a une cause et ça engendre un effet et un seul. Eh bien, ça s'est apparu là, dans ce bain grec. Et l'idée, du coup, de l'astrologie de cette époque, c'est que le thème astrologique allait nous permettre de comprendre ça, de comprendre la logique, de comprendre la structure. Si Dieu a conçu les choses, il ne l'a pas fait n'importe comment. Et on pouvait entrer dans la raison en Dieu, de voir les choses en Dieu. Ça se dit théo, Dieu en grec, orao, voir, théorie, faire une théorie astrologique sur la conscience d'un individu. Alors, pas tellement un individu, à vrai dire. À l'époque, on utilisait beaucoup l'astrologie et les thèmes astrologiques pour étudier les récoltes, les guerres, si c'était le bon moment pour faire telle ou telle chose. Justement parce que c'était déjà écrit, c'est écrit dans les étoiles. C'est le destin que nous réservent les dieux. Et du coup, on ne s'intéressait pas à un individu parce qu'on savait déjà. Un fils de cordonnier devenait cordonnier. On n'allait pas faire son thème pour savoir ça. On faisait le thème du roi, en revanche. Parce que le roi, ben, on avait besoin de savoir quel règne il allait avoir, et du coup, quelles sont les implications pour les récoltes, pour les guerres, voilà. Et du coup, vous voyez, dans cette sensibilité astrologique, eh bien, on étudie le destin, quelque chose qui est déjà prédéterminé, qui est écrit dans les étoiles. Et du coup, ben oui, il y a bien une sorte de déterminisme cosmique dans cette manière grecque de se représenter les choses. D'ailleurs, à l'époque, être astronome ou être astrologue, c'était la même chose. Il n'y avait pas de différence. Euh, Être médecin et être astrologue, ça n'avait pas beaucoup de différence non plus, parce que à l'époque, ça faisait partie de la formation du médecin que de connaître les étoiles, de connaître les plantes, de connaître la structure de l'univers, parce que voilà, il fallait connaître les grandes lois pour mieux rétablir la santé chez les gens. Et donc, il n'y avait pas encore le divorce, justement, entre la science et la religion, ou entre la science et la dimension du sacré. Donc, on a bien une tradition astrologique très présente. Je ne sais pas si on lit le manuel de Ptolémée sur l'astrologie, où il parle effectivement de comment on interprète, comment on calcule et comment on interprète un thème astrologique. Ben, c'est plein de descriptions du destin et des lois qui organisent l'être humain. Donc, il y a bien une notion de science. Pas science moderne, on est plutôt dans des géométries sacrées, mais justement cette pensée rationnelle qui a eu tellement d'importance pour notre civilisation occidentale, s'est renforcée, a été encore plus nourrie au moment de la Renaissance. Vous savez, ce moment où justement il y a le divorce entre la science et la religion, cette idée que peut-être l'Église a beaucoup enseigné de choses qui étaient fausses et que on doit penser par soi-même, le siècle des Lumières, des raisons, et que si c'est la raison qui est la nouvelle voie, on n'étudie plus les textes sacrés qui sont peut-être trompeurs, mais on va faire confiance à sa raison, aux lumières de sa raison, aux argumentations. Et du coup, il y a cette idée qui est apparue que peut-être là-haut, les planètes avaient une influence sur nous. Quand on parle de l'astrologie scientifique, souvent on me dit ah bah oui, la Lune régit les marées, et donc comme nous sommes faits majoritairement d'eau, la Lune doit avoir un impact très fort sur nous. Que du coup, la Lune est là et qu'elle nous influence, qu'il y aurait des causes là-haut dont nous subirions les effets ici-bas. C'est presque naturel, du coup, de penser que l'astrologie est quelque chose de ce genre, parce qu'on est dans une culture qui a tellement mis en avant la science, qu'en dehors de la science, point de salut d'une certaine manière. Et donc, si on veut que l'astrologie ait un peu de crédit, on essaye de trouver des arguments, de bonnes raisons pour se dire que nous sommes influencés ou carrément déterminés par les astres. Eh bien, moi, je crois que ce n'est pas du tout le cas. Et que c'est même contraire à l'idée même de ce que c'est que l'astrologie. Quand on dit il y a la Lune qui est là et nous en subissons les effets, on fait de l'astrologie une science de l'espace. Vous voyez, il y a ça là-haut et il y a nous en bas. Et ce qui est en haut détermine ce qui est en bas. Or, vous vous rappelez, dans la première vidéo, on a passé un petit moment à se rappeler que l'adage de nos anciens, c'est
tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est une analogie. Ce n'est pas une détermination. Ce n'est pas une science. C'est une analogie. Analogie, c'est une métaphore. Donc on est dans de la symbolique. On est dans du sacré. Et ça, c'est très important du coup. Mais surtout, moi, je crois que l'astrologie n'a rien à voir avec l'espace. Je crois même d'ailleurs que les constellations du zodiaque n'ont aucune importance, qu'il n'y a aucune énergie. D'ailleurs, ce qu'on appelle constellation, les dessins là qui sont dans les étoiles, non seulement elles ne sont pas forcément faites que d'étoiles, parfois c'est des petites galaxies qui sont très lumineuses qu'on confond avec une étoile, et puis ils ne sont pas sur le même plan. Et puis, on sait aujourd'hui que toutes les étoiles et le destin qu'elles forment au XXIe siècle n'a rien à voir avec le dessin qu'elles formaient il y a 2500 ans. Pourquoi? Parce que notre galaxie tourne sur elle-même et en 2500 ans, elle a beaucoup avancé. Et du coup, on ne voit plus les mêmes étoiles quand on regarde le ciel au XXIe siècle qu'au moment de ces manuels grecs. Quand on dit que quelqu'un est né, je sais pas moi, le 22 avril et qu'il est natif du Bélier, que son soleil donc est en Bélier, ben, si vous prenez une lunette astronomique, vous verrez que le soleil n'est pas du tout dans la constellation du Bélier. Il y a ce qu'on appelle le phénomène de la précession des équinoxes. Autrefois, en Grèce, quand il y avait le printemps, l'équinoxe de printemps, eh bien, le soleil entrait dans la constellation du Bélier. Et il se passait donc quelque chose, un équinoxe, ok, mais pas seulement, le printemps. Le printemps, ça veut dire une mobilisation d'énergie incroyable. Eh bien, vous voyez, de manière concomitante, quand le soleil se trouve là, de manière concomitante, la nature se réveille. La vibration est incroyable. Le printemps, c'est dingue. En quelques jours, paf, les bourgeons émergent, paf, ils éclosent. C'est magnifique, cette débauche d'énergie qu'il y a au printemps. Comme si la nature se réveillait d'un long sommeil. C'est cette énergie-là que représente le bélier. Parce que le bélier, c'est comme cet animal, vous voyez, c'est ce côté fougueux, territorial, prêt à en découdre, parce qu'on a plein d'énergie. L'énergie se réveille. En fait, ça n'a rien à voir avec la constellation du bélier qui nous enverrait de l'énergie. C'est une horloge. On n'avait pas de montre, on n'avait pas d'horloge, on n'avait pas de temps. Comment est-ce qu'on pouvait savoir à quel moment on se retrouvait dans une journée? On regardait là-haut. C'est-à-dire que l'endroit où était le soleil, le cadran solaire, l'endroit où était le soleil nous déterminait le moment de la journée. En gros, on se donnait des fourchettes de 2 heures pour se donner rendez-vous sur la place publique en Grèce. On n'avait pas le même rapport au temps. Mais si on voulait dire, voilà, on se retrouve dans 3 semaines, on n'avait pas de calendrier, on se retrouve, je sais pas, à telle phase de la Lune, ou on se retrouve quand le soleil est dans la constellation de... C'est-à-dire que, en fait, on se repère temporellement en regardant le grand cadran cosmique. C'est du temps. En fait, l'astrologie et l'astronomie, c'est une science du temps, de rythme, du biorhythme. Que les 365 jours, un an, où on dit, mais c'est un biorhythme du Soleil, c'est le cycle du Soleil, il met un an à faire le tour du zodiaque. Et puis, avant, on avait un calendrier lunaire. Voilà, c'est 28 jours et quelques pour que la Lune revienne à sa position initiale. Et puis, elle forme des cycles. Et c'est une discipline des cycles, des biorhythmes et du temps. Ce qui veut dire que quand on dit qu'on est natif du signe du bélier, ce n'est pas la constellation du bélier qui nous détermine. C'est pratique d'utiliser la position du soleil dans cette constellation pour dire c'est le moment du printemps, c'est l'équinoxe qui commence, et tous les enfants qui vont naître là vont être baignés dans cette énergie. En fait, c'est presque plus une science de la Terre, ou une discipline de la Terre, de l'incarnation, l'astrologie. Les biorhythmes de Gaïa, les biorhythmes de la Terre. Et donc, l'idée, c'est que ça se fait de manière concomitante. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il y a une loi de résonance.
Jung, qui a parfaitement compris ça, appelle ça des champs de synchronicité. Ce n'est pas du chronos, du temps linéaire, chronologique, avec des causes qui engendrent des effets de manière immuable, le déterminisme de la ligne temporelle. Non, c'est des champs de synchronicité. Et dans un champ de synchronicité, il y a bien l'écho-incidence. J'adore ce mot dans la langue des oiseaux. Comme si l'écho du haut et du bas avait une incidence dans notre vie. Il se passe quelque chose là, le soleil entre dans telle constellation, il se passe quelque chose en bas. C'est une écho-incidence. Ben, ces champs de synchronicité, c'est ce qu'on étudie en astrologie. Et là, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Oh, c'est vraiment de la foi. D'imaginer qu'il y ait une synchronisation entre les phénomènes du système solaire et ceux des biorhythmes de la Terre, ben, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la foi. Qu'il y ait des géométries sacrées divines qui régissent l'univers et que les mêmes géométries sacrées nous régissent en tant qu'être humain, on est du domaine de la spiritualité et de la foi. Et j'insiste, aujourd'hui, quand dans un thème natal, on dit que cet enfant-là est natif du Bélier, il a son soleil dans la constellation du Bélier, en réalité, le soleil, si c'est à 0 degré du Bélier, en fait, il se trouve dans la constellation du Verseau. Parce que ben, ça a tourné depuis 2500 ans. Alors, tout de suite, les élèves me disent à l'EFAT, bah alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas changé le paradigme? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que quelqu'un qui est né le 21 avril est natif du Verseau? Bah, parce que justement, ce n'est pas les constellations qui sont importantes. Ce n'est pas le fait que le Soleil soit dans cette constellation et que la constellation nous influencerait. Pas du tout. Ce qui est important, c'est de savoir à quel moment se fait l'équinoxe de printemps. À quel moment il y a ça dans la nature. Et il y a ça dans la nature, ben, il y a 2500 ans, le Soleil entrait dans la constellation du Bélier. Mais ce n'est que une façon, c'est une projection de ce qui se passe dans le rythme de la nature, une projection spatiale sur ce qui se passe là-haut. Mais c'est juste une coïncidence, une synchronisation entre le haut et le bas. C'est pour ça qu'il faut garder le fait que ce soit Bélier, parce que l'énergie, elle, et tout le symbole qui est associé à cet animal et associé à ce signe, qu'on verra dans notre vidéo, hein, est vraiment ce qui marque la personnalité de quelqu'un qui est né à ce moment-là. Il le marque non pas comme, encore une fois, des causes qui viendraient tout d'un coup engendrer des effets. Je ne crois pas que nous soyons complètement déterminés de part en part. Si nous l'étions, ben, être astrothérapeute n'aura aucun sens. Parce que si nous sommes des programmes d'ordinateur, que tout est déjà écrit, que tout est déjà joué, ben, ça ne sert à rien de savoir ce qui va se passer, parce que ça ne peut rien y changer. Encore une fois, ce qui est incroyable avec l'astrologie, c'est que l'objet qu'on étudie change de nature au fur et à mesure qu'on l'étudie. Plus on met en conscience nos enjeux, et plus, ben, d'un point de vue vivant, du vivant, de la vivance, ben, ça se vit de manière différente. Et ça, c'est pas rationnel, c'est pas scientifique, c'est analogique, c'est symbolique, c'est quelque chose, c'est une logique du vivant, ce sont des biorhythmes, des mouvements évolutifs. Donc, est-ce que l'astrologie est une science? Non, je ne crois pas que ce soit une science. C'est vraiment du domaine de la foi. Et interpréter un thème natal, c'est vraiment de l'ordre de l'interprétation. Comme un musicien, on a une partition, c'est vrai, c'est structuré, mais deux musiciens qui jouent la même partition ne vont pas y mettre le même âme, ne vont pas révéler les mêmes choses dans l'œuvre de l'artiste. Parce que, voilà, l'interprète, il met quelque chose. Ben, l'astrologue, il met quelque chose. Deux astrologues qui interprètent le même thème ne vont pas dire exactement les mêmes choses. Parce qu'il va y mettre de lui, de son âme. C'est comme un tableau, une œuvre d'art. Deux guides vont vous décrire le tableau et révéler des choses très différentes. Et pourtant, ça sera cohérent par rapport à cette incroyable beauté de l'œuvre d'art. Ben, chaque être humain est incroyablement beau, chaque thème est incroyablement beau, et chaque astrologue va avoir l'art de révéler quelque chose de cette beauté, de cette cohérence interne dans ce grand œuvre qui est un être humain, ou cette œuvre d'art qui est un être humain. Mais il n'en reste pas moins que
c'est de l'ordre de l'interprétation et de l'art d'interpréter ça. Ce n'est pas des explications. Ça existe en astrologie. Hein. On appelle ça l'astrologie judiciaire. C'est étrange comme mot. Judiciaire, c'est des verdicts. Hein. Je sais pas, moi, quelqu'un comme Hadès, qui est un astrologue qui était très connu au début du XXe siècle, ben, on est capable de lire, on lit dans ses livres que quand Neptune est en carré à Mercure, ça fait des menteurs. Neptune, effectivement, c'est le flou, la transcendance. Mercure, c'est la parole. Donc, du flou dans la parole, c'est des menteurs. Ah, c'est terrible. Vous imaginez comme s'il y avait des sentences comme ça, des obligations comme ça, des logiques comme ça. Tous les gens qui ont cet aspect-là dans leur thème sont tous des menteurs. Ça, heureusement, enfin, bien sûr qu'il y a encore des personnes qui pratiquent ce type d'astrologie, mais en tout cas, dans la sensibilité que nous avons à l'EFAT, on ne développe pas ce point. C'est pas que ça n'a pas de sens de dire menteur, mais ça a un sens parmi plein d'autres, et il faut voir toutes les nuances et tout ce qu'on peut en faire, parce que c'est toujours, on peut toujours le vivre différemment, surtout si on y met de la conscience. Donc non, l'astrologie, pour moi, est plutôt une discipline du temps, des biorhythmes, et cette discipline du temps, ben, ça nous amène à voir où en est un être humain dans ses biorhythmes, dans son mouvement évolutif. Et c'est pas pour le déterminer ou coller des étiquettes, mais plutôt pour sentir la logique, la cohérence de certains types de mouvements. Et en même temps, il y a bien quand même une base rationnelle. Parce que, effectivement, quand on regarde un mandala du thème natal, il y a des planètes, elles sont précisément dans tel ou tel signe, elles forment des angles entre elles, et ça, c'est très logique, c'est très structuré, c'est très scientifique, c'est très astronomique. Et sur cette base astronomique, scientifique, eh bien, émerge un champ, comme s'il y avait là encore de la musique et que cette musique-là devait se faire entendre. Et là, on n'est plus du tout dans l'ordre de la science, mais plutôt dans l'ordre de l'art, avec toute la beauté que ça peut représenter être un être humain. Et puis, au-delà de cet art, on est dans du sacré, dans de l'ordre de la foi. D'imaginer que notre vie a un sens et que ce sens peut se faire entendre et peut être perçu à l'intérieur d'un thème natal. Et voilà, c'est ça, l'art d'interpréter. C'est de faire entendre le sacré, de faire émerger le sacré à partir de cette structure et de faire en sorte que, effectivement, la science et la foi, quelque part, revivent leurs épousailles, que le cerveau gauche et le cerveau droit soient au service de l'accompagnement thérapeutique. Donc voilà pour une certaine forme de réponse à la question astrologie, science ou art.